Voilà, maintenant je voudrais vous parler de quelque chose d'un peu différent, mais dont vous allez apercevoir la continuité rapidement. C'est la question de l'intégration du système immunitaire dans l'organisme. Avec cette remarque absolument élémentaire que c'est l'organisme et pas le système immunitaire qui est exposé au hasard de l'environnement et au dysfonctionnement interne. Et que par ailleurs, cela va de soi tout autant, le système immunitaire est forcément articulé avec ce qui se passe dans les organes et puis les autres fonctions majeures de type endocrine, etc., etc. Et donc au total, je pense qu'il n'y a pas réellement de réflexion intégrée possible sur le système immunitaire sans se poser sa question de la manière dont il est intégré dans l'organisme. La question a l'air bête comme ça, mais enfin, elle n'est pas tant que ça, parce que ça pose en fait énormément de questions auxquelles, bien entendu, je ne vais pas répondre. Ça pose déjà la question suivante, qui là encore est absolument élémentaire et évidente, c'est que nous avons beaucoup d'organes, de tissus différents. Et dans les organes et les tissus, en gros, on peut supposer que c'est la fonction première de l'organe qui prime, et le système immunitaire est censé s'y adapter. Donc, ce que nous appelons système immunitaire, un terme générique, ne fait pas grand sens si on ne va pas voir ce qui se passe de façon un peu plus précise dans tel ou tel organe. Il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer notamment que des cellules immunitaires que nous appréhendons évidemment le plus souvent parce qu'on fait une prise de sang chez l'homme et on regarde la rate chez une souris, mais ce n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe dans chaque organe. Et donc, il se peut qu'il y ait des spécialisations tout à fait particulières de cellules immunitaires, qu'elles soient résidentes ou circulantes. Alors, si elles sont résidentes, c'est plus facile à comprendre. Et donc, on sait très bien que dans le cerveau, par exemple, il y a des équivalents de macrophages qui sont des équivalents qui ne sont pas tout à fait des macrophages, mais qui ressemblent à des macrophages et qui sont issus, en gros, de la même lignée que les macrophages. Pour des cellules circulantes, c'est moins évident parce que, évidemment, on ne sait pas jusqu'à quel point elles circulent. Vous en avez qui sont semi-résidentes, comme les cellules dendritiques. Et par exemple, l'inventaire des cellules dendritiques dans les différents organes d'un animal, cet inventaire est loin d'être terminé et plus on en cherche et plus on en trouve. Donc dans la peau, par exemple, c'est un travail de Laurent Ginoux à Singapour, on vient de montrer qu'il y a plusieurs types de cellules dendritiques dans la peau, etc., etc. Donc, vous avez une diversification des cellules compétentes et pertinentes qui s'opèrent à mesure qu'on braque le microscope sur tel ou tel sous-ensemble de l'organisme. Bien entendu, de la même manière, vous avez une autre forme de spécificité, c'est qu'on sait bien que les agents infectieux n'attaquent pas tous les mêmes organes. Certains attaquent les poumons, d'autres la peau, etc. Donc il y a également des spécificités au niveau des agents infectieux. Et partant, on peut concevoir qu'il y ait une sorte de réponse congrue des cellules immunitaires ou des systèmes immunitaires dans les organes. Alors, ayant dit cela, je cite d'ailleurs cet article récent qui effectivement développe ça comme une possibilité de lecture du système immunitaire au niveau des différents sous-ensembles, par exemple, de cellules T. Je vous ai montré que des cellules T, c'est des GAT+, il y a 5 ou 6 lignées, TH1, TH2, TH17, machin, etc. Et donc, on peut se demander si, au fond, il n'y en a pas certaines qui ont plutôt destination à se localiser dans certains endroits que dans d'autres, etc. Tout ça, d'ailleurs, n'a pas besoin d'être une logique stricte. Ça peut être une logique relativement floue, ce qui ne facilite pas, bien sûr, les analyses, parce qu'il faudrait être beaucoup plus quantitatif qu'on ne l'est d'ordinaire en immunologie. En tout cas, donc, je vais balayer très rapidement, alors c'est vraiment un survol,
Et je fais ça surtout pour vous donner, et vous trouvez sur Internet, pardonnez-moi, et vous trouvez sur Internet des références récentes sur chacun de ces sujets. Voilà, donc je balaye je regarde très très rapidement quelques organes. On peut dire ou non que le sang est un organe. Je crois qu'on peut dire que oui, c'est effectivement un réseau de transport de l'oxygène, de l'énergie, d'éléments nutritifs, d'informations immunologiques, de plein de choses. Mais c'est aussi un organe. À titre peut-être anecdotique, mais je n'en sais rien, je mentionne ici une référence qui vous dit que on trouve des micro-RNA en circulation dans le sang. Comme les micro-RNA sont des molécules régulatrices qui jouent un rôle de plus en plus important dans tout un tas de cellules, comme on en a trouvé, sauf erreur, des centaines, je me demande même si le dernier chiffre n'est pas à 3000 micro-RNA différents, je me demande si cette observation est anecdotique ou pas. Il se pourrait que la circulation de ces micro-RNA soit effectivement un élément régulateur général, peut-être. Le sang comme organe est évidemment sujet à des affections spécifiques, septicémie, bactéries humaines, mais EBV par exemple, comme vous le savez très bien. Le foie, que chacun sait, est un organe tolérogène. D'ailleurs, les greffes de foie sont plutôt plus faciles à faire que d'autres. C'est le privilège immunitaire des greffes hépatiques. Et le foie est tolérogène pour des raisons évidentes. C'est sa fonction majeure d'intégrer des éléments nutritifs étrangers, de rassembler des débris cellulaires qui sont possiblement antigéniques, des produits de détoxification. Et la fonction même du foie fait que cet organe métabolique ne peut faire autrement, si je peux dire, que d'être relativement tolérant. L'immunologie du foie, c'est un chapitre en soi de l'immunologie. Il faut aller dans l'architecture du foie, dans son anatomie, dans les différentes cellules qu'il constitue, dans le rôle des cellules de Kupfer, etc. etc. Donc c'est un chapitre en soi, mais évidemment, ce n'est pas l'immunologie que l'on fait d'habitude dans la rate et dans les organes lymphoïdes. Les poumons, un organe absolument considérable. On dit que le poumon d'un homme déployé fait 400 mètres carrés, c'est plus grand qu'un parachute. C'est immense et ça fait intervenir des cellules un peu particulières, comme les cellules NKT qui interviennent apparemment beaucoup dans l'asthme. Dans la peau, je vous l'avais dit, on trouve beaucoup d'interventions des cellules T gamma-delta. Dans les os, vous avez ce qui se développe comme une sorte d'ostéo-immunologie maintenant, avec les oblastes, les ostéoblastes et les ostéoclastes, etc. Et puis vous avez l'œil, vous avez les testicules, vous avez le cerveau, vous avez le cœur. On apprend que les infarctus génèrent des réactions immunitaires qui peuvent être extrêmement fortes et importantes médicalement. Et puis vous avez le fœtus, comme je l'ai dit, et l'immunologie de la grossesse, qui est encore un grand secteur de l'immunologie. Voilà. Donc, j'aurais pu faire une année entière de cours sur ce sujet. Il y a énormément à voir entre les différences d'immunologie dans ces différents organes, sachant que certains d'entre eux sont en plus qualifiés d'organes protégés au niveau immunitaire, ou privilégiés au niveau immunitaire, comme l'œil, les testicules et le cerveau. Je voudrais vous dire quelques mots d'un sujet qui est en pleine expansion, qui est un sujet indubitablement important, qui bénéficie aussi peut-être d'un effet de mode. C'est la question du microbiome de l'intestin. Alors, ce qu'on appelle microbiome, c'est en général l'ensemble des microbes, donc des bactéries qui vivent en symbiose avec nous. Alors, vous avez des niches écologiques. L'intestin est la plus abondante et de loin. Mais enfin, vous avez, on le sait bien, un microbiome de la peau, un microbiome des muqueuses. Vous avez des bactéries absolument partout. Et elles jouent un rôle généralement considéré comme très positif, ne serait-ce que parce qu'elles occupent le terrain, si je peux dire, et ne laissent pas le terrain pour des organismes qui seraient, eux, pathogènes et qui peuvent
vous donner effectivement des maladies de peau, des muqueuses, etc. etc. Bref. L'intestin en tant que tel est là encore un site anatomique très particulier. Il a ses cellules de Paneth, il a ses cryptes, et il est surtout évidemment exposé à la flore intestinale, à ses pathogènes, aux métabolites relâchés par la flore intestinale. Et ce qui s'est produit récemment, c'est qu'il y a eu un progrès absolument colossal qui a été accompli dans l'étude du microbiome de l'intestin. Alors comment ça s'est fait ? Ça s'est fait essentiellement par le séquençage. Il faut vous dire d'abord que 95%, je crois, des bactéries ne sont pas cultivables. Et donc, ce que faisait la microbiologie classique, y compris à partir des bactéries intestinales, ne donnait qu'une vision limitée de ce qui se passait, même en termes d'espèces microbiennes au sein de l'intestin. Le séquençage massif, qui devient encore une fois de plus en plus performant, de moins en moins cher et de plus en plus banal, le séquençage massif vous permet de prendre un échantillon de sel et de séquencer quelques centaines de millions de paires de bases. Ça se fait en routine et du coup vous obtenez une image qui est complexe, mais que l'on arrive quand même à interpréter, et c'est ça la nouveauté, en fonction d'accroissement des connaissances en microbiologie et des différentes espèces qui peuplent l'intestin, mais également parce qu'on interprète globalement les circuits métaboliques, on arrive à les reconnaître par homologie de séquence, et donc on arrive à reconnaître par exemple tous les enzymes qui codent pour je ne sais quelle enzyme de biosynthèse, et on arrive à les reconnaître parce qu'il y a des motifs particuliers dans toute une série d'espèces de microbes. Du coup, on arrive à avoir une idée, une appréhension, même si ce n'est pas très quantitatif, mais on arrive à avoir une idée de l'importance de tel ou tel enzyme ou jeu d'enzymes dans une population bactérienne. Donc, en faisant ça, on s'est aperçu que le microbiome de l'intestin commence à devenir interprétable dans certaines situations. Et quelles sont ces situations ? Alors, je vais juste en décrire quelques-unes. D'abord, vous prenez des jumeaux vrais. Et puis, vous regardez les jumeaux vrais, il y en a des obèses et des autres qui ne sont pas obèses. Vous regardez le microbiome, vous comparez, vous voyez des différences. Et donc, des différences interprétables qui disent qu'il y a un lien probable entre l'obésité et la structure ou la nature du microbiome. Pour aller dans le détail de ça, il faudrait que j'aille dans le détail des différentes espèces bactériennes qui se trouvent dans le microbiome, ce que je n'ai pas le temps de faire, ce que je n'ai pas conçu de faire. Enfin, vous pouvez vous balader dans les articles, c'est parfaitement lisible et interprétable. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est que les corrélations avec les maladies ne cessent d'augmenter. Elles ne cessent d'augmenter, et on en trouve par exemple des corrélations, donc une sorte de lecture d'une probabilité de maladie dans l'arthrite rhumatoïde. Alors vous allez me dire, c'est quand même un peu bizarre que la lecture de ce qui se passe dans l'intestin vous amène à réfléchir à ce qui se passe dans la synovie. Mais la réponse est que le lien général, qui vaut d'ailleurs pour l'obésité, le diabète et d'autres, le lien général, il se trouve dans le lien qu'il y a entre la nature du microbiome et l'inflammation, qui, elle, est un phénomène général dans l'organisme et peut toucher énormément d'organes dans l'organisme. Donc le lien se trouve là, le lien principal se trouve là. Et donc ce lien commence à donner des indications sur l'arthrite rhumatoïde, comme j'ai dit, l'obésité, le diabète. On voit même aujourd'hui, c'est un article récent qui est paru il y a très peu de temps, des liens entre
le métabolome, donc les métabolites qui sont produits par les bactéries intestinales, et les maladies cardiovasculaires. Donc, on voit que certains métabolites liés à la phosphatidylcholine produits dans l'intestin sont évidemment transmis d'une manière ou d'une autre dans la circulation générale et peuvent influencer les maladies cardiovasculaires. Vous voyez également, il y a également beaucoup de travaux de corrélation avec les infections entériques, avec les colites et les cancers colorectaux. Bon. Donc, quelque chose qui se développe et que je voudrais commenter de la façon suivante. Premièrement, il est quand même parfois assez difficile de déterminer ce qu'est la poule et ce qu'est l'œuf. Par exemple, le cas de l'obésité, c'est quand même assez compliqué de décider, si c'est la flore qui pousse à l'obésité ou si c'est l'obésité qui change la flore, évidemment. Bon. Dans d'autres cas, les relations paraissent un peu plus causales, ou possiblement un peu plus causales, et tout ce qui touche, encore une fois, à l'inflammation est quelque chose qui devient très intéressant et très crédible. Notamment, il y a 2 récepteurs qui ont été identifiés chez la souris, pas chez l'homme, et là, les expérimentations sont assez poussées et assez, à mon avis, éclairantes, et indiquent que ces 2 récepteurs interviennent comme médiateurs de l'inflammation systémique à partir de ce qui se passe dans la flore intestinale. Et puis, je voudrais dire qu'il y a quand même aussi, quelque part, un certain effet de mode, parce que, bien entendu, tout ça nous ramène à des questions anciennes, de savoir si notre alimentation joue un rôle sur la santé, de quelle manière, etc. Est-ce que manger les bons yaourts, c'est bien pour la santé, etc., etc. Et bien entendu, derrière toutes ces études, ces questions reviennent à la surface avec cette fois quelques fondements scientifiques qui sont quand même loin d'être bien élucidés. Néanmoins, il y a une piste vraiment très importante et nouvelle, et encore une fois, elle touche énormément de pathologies par le biais de la question inflammatoire. Et donc je pense que c'est l'acte réellement c'est là le point le plus important. Quand on parle, je laisse de côté maintenant cette question du microbiome, mais je reviens aux infections, aux organes. Il y a quelque chose qu'on ne connaît vraiment pas bien du tout, c'est ce qui se passe lorsqu'on est infecté dans plusieurs endroits. Ça, il y a très très peu de données là-dessus, pour une raison simple, pour beaucoup de raisons assez simples. La première, c'est que, au moins chez l'homme, c'est extrêmement difficile parce que la documentation clinique n'est pas évidente. Deuxièmement, parce que chez la souris, ça suppose de pratiquer des infections multiples, ce que certains ont fait. Je vous ai donné quelques expériences qui ont été faites avec des infections multiples par des virus chez la souris, et l'influence que ça peut avoir sur la mémoire. Et ça a été remis, si je peux dire, remis à la surface des choses, notamment par la question du VIH, et toutes les études qui ont été très développées à propos des patients infectés par le VIH en matière de co-infection par toutes sortes de bestioles, y compris l'hépatite C ici, et évidemment cette co-infection qui fait des ravages, en l'occurrence HIV, Mycobacterium tuberculosis. Mais c'est un domaine qui est vraiment assez peu exploré, et on s'aperçoit d'ailleurs que lorsqu'on vaccine des enfants dans le tiers-monde, il arrive que les vaccins ne marchent pas bien, alors qu'ils marchent très bien chez nous, dans les pays développés. Et l'une des raisons est probablement l'état infectieux avec, les helminthes, différentes choses. Et l'autre raison possible et probable, c'est évidemment également le côté nutritif, et on revient un petit peu au microbiome et à tout ce que ça veut dire. Mais je vous mentionne qu'il y a là un champ d'inconnu. Alors, si on raisonne le système immunitaire intégré, je vous donne quelques facteurs systémiques qui ont été répertoriés. Le sexe. Donc le sexe joue un rôle dans le système immunitaire. Les hommes et les femmes ne réagissent pas exactement de la même manière à toutes les
à toutes les situations. L'âge est évidemment un point extrêmement important. Le système immunitaire se dégrade avec l'âge en termes de performance. On ne sait pas trop pourquoi, à vrai dire. Ce qu'on sait, c'est qu'il est de plus en plus difficile de vacciner efficacement les personnes âgées. On sait qu'il y a des expansions de cellules T en périphérie. Enfin, on sait plein de choses, mais rien qui, à mon sens, donne réellement une structure de réflexion qui permette de bien comprendre ce qui se passe chez la personne âgée. Il y a des choses troublantes, et on rentre ici un petit peu dans la biologie un peu molle, et d'ailleurs le reste de cet exposé fera souvent appel à des zones un petit peu moins solides que d'autres. Par exemple, vous avez des articles dans la littérature qui établissent des liens assez troublants entre l'infection par le cytomégalovirus et les phénomènes de vieillissement. La question de savoir si le vieillissement est associé à certaines pathologies, à certaines infections, elle est évidente, elle est sur la table, elle est posée. Il faut voir bien sûr la qualité des données. Les virus herpès sont en première ligne parce que donc le CMV fait partie de la famille des herpès, mais vous avez des phénomènes, on sait bien que les individus sont colonisés de plus en plus abondamment et fréquemment par certains virus, y compris les herpès, au cours de la vie. Et donc, quand on est âgé, on termine fortement colonisé par des herpès, par Helicobacter pylori, par un certain nombre de choses. Dans quelle mesure ça contribue au vieillissement et aux performances du système immunitaire, je n'en sais rien. Deuxième facteur systémique, c'est les prédispositions génétiques. Le rôle du HLA, du complexe majeur d'histocompatibilité, j'en ai parlé. Mais maintenant, vous avez toutes les autres prédispositions génétiques, dont certaines font un sens relativement immédiat. Si vous avez un polymorphisme dans le promoteur du gène de l'IL4, une interleukine, vous pouvez dire, oui, ça peut expliquer tel ou tel truc. Ce qui est beaucoup plus subtil, c'est la question ce qu'on appelle des SNP, c'est-à-dire des Single Nucleotide Polymorphisms, donc des petites différences, des différences nucléotidiques dans le génome. Nous en avons des millions entre nous, c'est-à-dire que deux individus qui ont chacun leurs 3 milliards de paires de bases d'ADN diffèrent de plusieurs millions de nucléotides, et donc ça définit des SNP. Et les analyses combinatoires de ces SNP occupent énormément de place et de littérature et commencent à amener des résultats assez troublants. Je vous donne juste l'idée générale qui à mon sens, se dégage et fait sens. C'est que certains de ces SNP, donc certaines de ces mutations, altèrent de façon modeste le fonctionnement d'une cellule. Mais si vous en combinez un certain nombre, vous finissez par altérer beaucoup plus significativement le fonctionnement de la cellule en question. Et donc, ces réseaux de SNP pourraient très bien être associés à certaines pathologies, y compris prédisposition aux maladies, y compris les fameuses et élusives pathologies auto-immunes. Donc, j'attire simplement votre attention sur ces analyses génomiques qui, je pense, auront un avenir important en termes d'interprétation des prédispositions aux maladies. Maintenant, si vous cherchez un autre paramètre systémique, il y en a un qui est évident, c'est le métabolisme. Et j'irai même un peu plus loin, si vous cherchez au fond, s'il y a, si j'ose dire, un pilote dans l'avion immunologique, et si vous réfléchissez à ce que ça peut être, vous êtes à peu près obligatoirement amené à penser métabolisme. En d'autres termes, qu'est-ce qui peut régler un bazar pareil, qui est distribué dans tout l'organisme? Ça ne peut être que des petites molécules, à mon sens.
et les plus évidentes sont les molécules du métabolisme. Et donc, s'il y a quelque chose qui peut servir de régulateur général dans le système immunitaire, je pense qu'il ne faut pas aller chercher des cellules compliquées, il ne faut pas aller chercher des molécules compliquées. Je pense qu'il vaut beaucoup mieux aller mettre son nez du côté du métabolisme, sachant que ces petites molécules donc, circulent dans tout l'organisme et sont des médiateurs et peuvent servir de médiateurs systémiques. Alors, il y a plein de métabolites. Et donc, le métabolome, comme on l'appelle aujourd'hui, dans cette furie sémantique où tout est devenu omique ou je ne sais pas quoi, ce métabolome est constitué de milliers d'éléments avec parfois des résultats intéressants ou surprenants. Apparemment, certains prétendent que vous pouvez prendre la salive, voilà, analyser le métabolome de la salive, alors ça c'est spectrométrie de masse, machin truc, et savoir si vous avez telle ou telle pathologie, parce que ça peut être un élément de diagnostic, et pourquoi pas d'avoir un reflet du métabolisme, filtré bien entendu par la salive, mais ça peut vous donner des indications. Après tout, ce n'est pas plus idiot qu'une prise de sang, donc why not. Bon. Mais donc, vous avez des éléments qui jouent un rôle très important. L'acide rétinoïque est très très important. Je vous en avais parlé à propos des IgA, si vous vous souvenez bien, et de ce qui se passe du côté immunitaire dans l'intestin. Mais l'acide rétinoïque joue un rôle plus important. Des molécules un peu compliquées comme la sphingosine, un phosphate, etc. Mais il y en a plein comme ça. Et je voudrais insister juste sur quelques-unes d'entre elles. D'abord, les plus bêtes d'entre elles, c'est les acides aminés. Les acides aminés, on en mange évidemment, on en produit un certain nombre, simplement on n'est pas capable de tous les produire. Et notamment, on ne sait pas, nos cellules ne savent pas produire le tryptophane. Donc le tryptophane est un acide aminé qu'on est forcé d'ingérer par la nourriture. Il semble que le tryptophane soit utilisé dans le système immunitaire comme un élément régulateur important. Élément régulateur de deux manières, l'arginine également d'ailleurs. Il semble qu'il soit utilisé de deux manières. D'abord, c'est clair qu'en cas de sous-alimentation, le tryptophane devient limitant. Et donc, en cas de sous-alimentation, il est probable que quelque chose comme l'expansion énorme des cellules T et B qui se produisent lors d'une réponse immunitaire, ça risque d'être régulé par la disponibilité de l'acide aminé en question. En d'autres termes, il faut beaucoup d'énergie pour faire certaines réponses immunitaires, et donc le lien avec le métabolisme paraît évident. Et les acides aminés essentiels, donc, peuvent très bien jouer un rôle limitant. On ne le sait pas trop. Mais ce qui est plus intéressant peut-être, ou aussi intéressant, c'est que ces acides aminés ont été ciblés pour leurs dérivés. C'est-à-dire que des catabolites du tryptophane sont utilisés par le système immunitaire et constituent des signaux d'immunosuppression. Et l'IDO, qui est l'enzyme qui est en début de chaîne et qui fabrique qui initie la fabrication de ces dérivés, joue un rôle très important dans l'immunosuppression du placenta, par exemple. Et ce qu'on a trouvé, c'est que cet IDO, et donc le tryptophane et ses dérivés, jouent un rôle important dans l'induction des T régulatrices par les cellules dendritiques. Donc, juste vous dire qu'il y a un lien ici avec le métabolisme qui a lieu également avec, d'une manière totalement différente avec les composés de l'arginine. Je vous mentionne au passage qu'il y a une corrélation entre les anticorps qui sont citrulinisés. La citruline est un des dérivés de l'arginine, et l'arthrite rhumatoïde, c'est une corrélation qui a l'air de tenir. Mais enfin, il y a un lien entre le métabolisme des acides aminés, de certains acides aminés, et la régulation du système immunitaire. Vous avez d'autres métabolites qui sont extrêmement importants, et l'un d'entre eux, c'est l'ATP. Alors l'ATP, c'est tout bête, c'est vraiment la molécule bête qu'on apprend à l'école, qui règle, qui est le grand pourvoyeur d'énergie dans l'organisme. Mais ce grand pourvoyeur d'énergie, il est soumis, et je l'ai évoqué la dernière fois, à toutes sortes de régulations
au niveau de sa production, selon que vous êtes en glycolyse aérobie ou pas, par exemple. J'en ai parlé la dernière fois. La quantité d'ATP qui est disponible autour des cellules est un signal important, d'abord parce qu'il n'a aucune raison de s'exporter. Normalement, il est à l'intérieur des cellules, et donc quand il sort, c'est un signal de danger. Et donc, il y a des systèmes qui régulent, enfin qui déclenchent des réactions immunitaires à partir de l'ATP. L'ATP, donc, joue un rôle important, et je ne le détaille pas plus, sauf pour dire que lui aussi joue un rôle dans la régulation des cellules T régulatrices, lesquelles portent, pour une partie d'entre elles, à leur surface, un enzyme qui est une ATPase et qui dégrade l'ATP. Donc le lien entre ça et la fonction même des T régulatrices, à mon sens, n'est pas faite. Mais ce qui commence à se voir, c'est qu'une protéine qui est centrale dans l'intégration des signaux qui viennent de tout le métabolisme et qui règle la fabrication d'ATP, c'est une protéine qui s'appelle mTOR. mTOR, c'est Mammalian Target of Rapamycin. La rapamycine étant un immunosuppresseur connu depuis les années 70, je crois. Et l'une des manières dont l'immunosuppresseur fonctionne est probablement par l'intermédiaire des T régulatrices, par l'intermédiaire de ce système qui fait intervenir mTOR. Et ça m'amène à vous parler d'un autre dispositif qui fait lui aussi indirectement intervenir l'ATP et intervenir mTOR, qui est ainsi un point qui est en plein développement et fort intéressant, qui est la question des rythmes circadiens. C'est une question qui a vraiment explosé scientifiquement au cours des 10 dernières années. Et en gros, ce qu'on sait maintenant, c'est que chaque cellule de l'organisme est rythmée. Elle a son rythme circadien. Mais vous avez une horloge centrale qui est située dans le cerveau, qui resynchronise tout le monde et qui remet toutes les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire, à étape fixe. Il n'empêche que les rythmes circadiens, c'est quelque chose de tout à fait mesurable. Et c'est mesurable par le fait notamment que ça touche à peu près 10% des gènes de l'organisme. Donc quand on regarde des cellules de jour ou de nuit, on voit qu'il y a 10% des gènes qui diffèrent en termes de niveau d'expression. Donc ce n'est pas rien. Bon. S'il y a 10% des gènes qui diffèrent, comment est-ce qu'on peut arriver à faire régler quelque chose qui diffère par 10% des gènes et qui soit réversible ? La réponse, c'est que ça passe par des remaniements de la chromatine. Et donc, en fait, toute cette organisation des chromosomes avec des zones de chromatine ouvertes et fermées, etc., est remaniée par le rythme circadien, et cela provient en partie d'une connexion avec l'énergie, avec la mesure de l'énergie dans les cellules. Alors, en immunologie, ça a été très peu regardé jusqu'à présent, mais ça commence. Et donc, si vous faites un peu de bibliographie et si vous regardez l'immunologie circadienne, comme je l'évoque ici, eh bien, il commence à y avoir des choses. Et sans surprise, on voit que les cellules T de l'organisme ont un rythme circadien. Et donc, à certaines heures, elles réagissent mieux qu'à d'autres heures. Et donc, les expérimentateurs feraient peut-être bien de se poser la question de l'heure à laquelle ils travaillent. Et s'il y en a parmi vous qui travaillent la nuit, ils n'auront pas forcément exactement les mêmes résultats que ceux qui travaillent en plein jour. C'est une demi-plaisanterie. Il y a maintenant, encore une fois, un certain nombre d'articles qui ont l'air parfaitement convenables et qui indiquent que l'immunologie circadienne a un avenir devant elle. J'en profite pour dire qu'il y a un problème également vis-à-vis de la vaccination et qu'il y a quelques indications qu'on n'obtient pas exactement les mêmes résultats en vaccinant à différentes heures du jour et de la nuit. Donc, voilà, je laisse ça pour votre réflexion. Et puis, je ne pouvais pas échapper à cette question qui est celle des liens entre système immunitaire et système nerveux. Je vais aller vite, mais je ne peux pas m'empêcher de vous mentionner ce que je pense
est en train de se passer dans ce domaine. Les liens entre le système immunitaire et le système nerveux, il y en a. Il y en a forcément parce que déjà, il y a des molécules et des cellules qui sont partagées. Alors les molécules partagées, vous avez le TNF-alpha, l'IL-6, vous avez des SCAM, vous avez, etc. Mais vous avez des choses tout à fait étonnantes, c'est que si vous prenez une souris qui est déficiente pour les antigènes majeurs d'histocompatibilité, donc c'est théoriquement une fonction immunitaire basique, vous apercevez qu'elles ont le cerveau qui est un peu de travers. Donc en fait, des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité interviennent dans la genèse du cerveau. On sait maintenant un peu mieux, en tout cas chez la souris, comment ça se passe. Ça implique certains antigènes d'histocompatibilité, des récepteurs un peu particuliers qui sont notés là. Bref, il y a des molécules et des cellules qui sont partagées. Vous savez qu'en soi, ça n'a rien de très étonnant. L'économie fondamentale de l'évolution a fait que ça n'a rien de spécial de voir qu'une molécule qui est vraiment très spécialisée dans le système immunitaire intervient à tel endroit dans le développement ou intervient dans un autre bazar. Donc, il n'y a pas tellement de quoi se surprendre. Donc, ce qui est le plus important, c'est vraiment les fonctions, c'est vraiment ce qui est fonctionnel. Alors, j'ai voulu regarder d'un peu plus près ce qui se passe dans ce domaine, encore une fois, et je vous le livre très rapidement. Et donc, j'ai regardé ce qu'on connaît sur les effets immunologiques du stress. Eh bien, il y a pas mal de choses et des choses intéressantes. Par exemple, vous prenez des souris stressées. Alors, comment on stresse une souris ? Apparemment, vous prenez des braves souris qui sont bien au calme dans leur cage et vous introduisez pendant 2 heures un mâle agité. Puis, au bout de 2 heures, vous le retirez. Vous recommencez 3 jours de suite et ensuite, les souris sont considérées comme stressées. Bon. Donc, ensuite, vous prélevez, vous pouvez faire des choses sur ces souris. Notamment, vous pouvez les immuniser contre la grippe, le virus influenza. Et la réponse, c'est que c'est différent. Les souris non stressées les souris stressées sont mieux protégées contre influenza que les souris non stressées. Et qui plus est, on peut montrer que c'est lié aux cellules dendritiques. Et qui plus est, on peut faire des expériences de transfert, prendre ces cellules, les transférer à des souris non stressées, qui n'ont jamais vu le mâle agité, et elles sont elles-mêmes mieux protégées. Donc il y a quelque chose quand même au niveau du truc. Donc, un premier élément. Il y a eu des expériences faites chez l'homme dans ce qu'on appelle, ou ce que les spécialistes appellent les conditions sociales adverses. Et j'en ai repéré 4, il y en a sans doute d'autres. Une première condition sociale adverse, c'est ce qu'on appelle la solitude chronique. Donc c'est des gens qui sont restés seuls pendant à peu près 3 ans, ou qui estiment qu'ils sont restés seuls pendant 3 ans ou plus. Le deuil, la dépression et certains statuts socio-économiques très, très bas. Et là, il commence là encore à y avoir quelques données qui peuvent faire sens grâce aux technologies nouvelles qui permettent d'analyser avec un peu plus de détails ce qui se passe. Donc vous prenez les lymphocytes, enfin non pas les lymphocytes, les leucocytes, pardon, et dans un cas qui est un cas de solitude chronique, sur un nombre suffisant d'individus, ça a l'air à peu près sérieux, vous faites le transcriptome, donc vous analysez avec les puces les 50 000 gènes de l'homme, enfin les trucs, et vous trouvez qu'il y a 209 gènes de différents. Et ces 209 gènes de différents vous montrent que ce sont probablement les cellules dendritiques plasmoïdes, enfin les PDC, et les monocytes qui sont principalement affectés. Je dois dire qu'au point de vue expérimental, cette décomposition est une décomposition faite par l'informatique. J'aurais préféré voir les résultats avec les cellules dendritiques isolées, les monocytes isolés, ce qui n'a pas été fait. Néanmoins, ça signale quelque chose, c'est que ces 209 gènes, ils font un petit peu sens, parce qu'en fait, quand on regarde ce que c'est pas rien. Ce sont des gènes qui sont pro-inflammatoires, avec des gènes qui sont des diminutions de gènes qui sont impliquées dans les réponses antivirales ou dans la réponse TH2. Tout ça semble vous indiquer une sensibilité réduite au récepteur du récepteur des glucocorticoïdes.
avec une activation de NF-κB, tout ça restant encore une fois à vérifier. Mais cela semble dire que les individus socialement stressés ont un risque accru vis-à-vis de l'inflammation chronique. Et on retrouve une fois de plus cette question de l'inflammation chronique comme l'un des paramètres qui peut effectivement intervenir dans une quantité de pathologies. Je cite encore une autre, le rôle de l'IL6 a été particulièrement étudié. Je vous laisse lire ce papier si vous le voulez. Et je reviens encore une fois maintenant, toujours chez ce modèle de souris stressée, et même l'expérience, on stresse les souris, et puis ensuite on leur greffe une tumeur du sein. Et on garde. Apparemment, d'après ces auteurs, encore une fois, peu d'effet sur la tumeur primaire, un effet très significatif sur les métastases. En fait, ce qu'ils indiquent, c'est un fort accroissement, je crois qu'ils mesurent le poids total des métastases, c'est multiplié par 30, donc ce n'est pas rien. Donc ça semble suggérer qu'il y a vraiment un effet sur les métastases. C'est reproductible et bloquable par des agents pharmacologiques, donc là encore, ça a l'air d'être plus ou moins sérieux. Ce que je veux dire, je crois ici, c'est qu'il y a une ligne de recherche qui, je pense, commence. Il y a peu, en fait, d'articles, à mon avis, bien documentés sur la question. Je pense que ça mérite d'être suivi, ça mérite d'être regardé. Vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué sur ce qu'a montré Jean-Pierre Abastado à Singapour sur la dissémination des tumeurs, des métastases du mélanome, contrôlées par des cellules T CD8+. Et donc finalement, si on cherchait vraiment à boucler la boucle, on se dirait qu'effectivement, si jamais il y a un effet du stress sur le système immunitaire, ce n'est pas totalement impossible que cet effet du stress soit effectivement relayé par différents mécanismes et peut-être par le biais donc, de la surveillance des métastases dans la vie réelle. Cela reste à voir. De même que ce qui reste à voir, c'est la réciproque, les effets du système immunitaire sur le système nerveux. Il y a toute une littérature maintenant qui se développe là-dessus, qui est une littérature, encore une fois, plus ou moins bien documentée. Tout ça est publié dans des revues qui ne sont pas complètement anodines, comme Nature Review, etc. Et je pense simplement qu'il convient de suivre cela. Et ça débouche bien sûr sur un domaine encore plus mou, si j'ose dire, qui est celui de la psychoneuroimmunologie, qui, elle, repose uniquement maintenant sur des corrélations et des statistiques. Et je me suis contenté ici de lister un certain nombre de points d'attaque de cette discipline, entre guillemets, naissante, si c'est vraiment une discipline qui naît, pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, vous faire une opinion sur cette question qui est quand même interpellante. En d'autres termes, pour vous dire le fond de ma pensée, il y a 10 ans, j'aurais pensé que tout ça n'avait pas grand fondement scientifique, et aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même regarder d'un petit peu plus près. Mes conclusions sont les suivantes. C'est que, en fait, quand on regarde la question de l'intégration du système immunitaire dans l'organisme, on a quand même un sérieux problème de frontières. Parce que c'est vraiment difficile de dire ce qui est immunitaire, ce qui ne l'est pas, quand on touche au métabolisme, quand on touche à la régulation par les glucocorticoïdes, quand on touche possiblement au système nerveux, quand on touche possiblement à des mécanismes qui pourraient avoir des fondements sociaux et psychologiques. Et donc, je pense qu'il y a du grain à moudre. Et je voudrais dire, et ça fera la transition avec ce qui sera l'objet de la prochaine et dernière leçon, je pense que ce problème de frontières est en fait de même nature que le problème de définition de modules dans les systèmes complexes. Je l'ai déjà évoqué avec vous il y a une ou deux séances. Quand on a un système complexe devant soi, la définition d'un module est en fait un acte de l'esprit, ce n'est pas du tout forcément appuyé sur une réalité physique. Et je pense que bien malin est celui qui peut mettre une réelle frontière sur le système immunitaire. Il n'empêche que, si nous voulons travailler avec, il faut bien l'abstraire au sens
premier du terme, et donc s'en servir comme d'une abstraction construite. Et c'est donc de ces problèmes et d'autres que je vous entretiendrai la semaine prochaine. Je vous remercie.